De la discussion jaillit la lumière, un proverbe indien pour vous accueillir aujourd'hui. Dans un court instant, nous allons retrouver François Asselineau face à une personnalité influente à gauche, plutôt fine et discrète, cultivée, un CV long comme le bras et dont la page Facebook mérite d'être visitée. L'humour y a toute sa place. Un nom de séducteur vénitien, Gilles Casanova est sur UPR TV. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'UPR TV dans le cadre de cette série d'entretiens qui met face à François Asselineau, des personnalités du monde politique ouvertes à la discussion pour penser le politique, admettre aussi qu'il y a dissensus sur la manière de comprendre la politique, analyser l'actualité évidemment, et puis parfois faire un petit pas de côté en empruntant les chemins de l'histoire ou pourquoi pas ceux de la philosophie. Bref, se rejoindre sur des points de vue, parfois s'en éloigner, tel est l'objectif, échanger sans animosité. Alors aujourd'hui, c'est un homme de l'ombre qui a répondu présent à votre invitation, François Asselineau, ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement. Il a eu 1000 vies, c'est Gilles Casanova. Bienvenue à vous deux. Bienvenue Gilles Casanova. Merci, bonjour. Avant de se plonger dans votre parcours, Gilles Casanova, avant d'évoquer aussi cette crise que nous traversons, crise sanitaire consubstantielle à l'Union européenne, puisqu'il faut le rappeler, H1N1, la grippe aviaire, Ebola par exemple, ont amené l'Union européenne à se préoccuper de la sécurité sanitaire. Avant de parler de tout ça, je vais d'abord me tourner vers vous, François Asselineau. En quelques mots, rapidement, pourquoi avez-vous souhaité vous entretenir avec Gilles Casanova, que peu d'internautes connaissent, j'imagine, et on va peut-être comprendre pourquoi dans quelques instants. Je ne connaissais pas du tout Gilles Casanova il y a encore 3-4 ans. Et puis j'ai découvert ce monsieur sur RT France. Et je ne savais pas qui c'était. Et puis je me suis dit, ah, c'est quand même quelqu'un qui, est intelligent, est drôle, a une pensée subtile. Voilà. Et donc je l'ai écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après ça, à chaque fois qu'il passait sur RT France, eh bien, j'aimais bien regarder. Puis après, je me suis documenté et j'ai découvert que Gilles Casanova était quelqu'un qui avait eu un long parcours de gauche et qui avait travaillé auprès notamment de Jean-Pierre Chevènement. Moi, personnellement, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Et quand je m'étais rapproché d'ailleurs de Charles Pasqua, c'était lorsqu'il y avait eu un projet, malheureusement avorté, de rapprochement Chevènement-Pasqua pour les européennes de 99. C'est pour ça que j'ai pris contact avec Gilles Casanova et j'ai pas été déçu des contacts que j'ai eus avec lui parce que c'était un homme vraiment tout à fait intéressant. Enfin, je ne veux pas vous flatter, mais c'est vrai, c'est la réalité. Alors c'est parti, focus sur votre parcours. Gilles Casanova, vous êtes consultant en stratégie et communication, vous animez un think tank, allez, autrement dit un groupe de réflexion, avec l'ancien député Michel Suchot, qui a pour titre ce think tank le Forum républicain. Voilà. Avant cela, vous avez travaillé dans divers cabinets ministériels de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur. Et on va parcourir très rapidement votre CV. Alors, le point de départ de votre engagement, je crois que ça remonte aux années lycée, à la fin des années 60. Premier engagement politique. Oui, mon engagement politique, il est à gauche. Il est en 1968, quand j'étais lycéen. Et quand j'ai vu dans ce mouvement un bol d'air par rapport à une société qui était bloquée sur ce qui touche la jeunesse, surtout quand elle est extrêmement nombreuse dans une société où les gens sont beaucoup plus âgés. Et donc, j'avais vu là quelque chose qui était plus une ouverture culturelle que l'aspect politique direct. J'étais quand même encore assez jeune, mais j'étais sensible au thème de la gauche, auquel je suis toujours sensible, c'est-à-dire le sort du monde du travail par rapport au monde de l'argent. Autre date clé, fin des années 70, début 80, vous avez quoi, 26, 27 ans à peu près, se déroule le congrès de réunification de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Et on va retrouver des gens connus à cette table, non? Il y avait qui? Cambadélis? Il y avait Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey, quelques autres personnes. Ensuite, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre. Basta la politique, vous faites de la radio. Enfin, vous allez lancer en 1984 une radio qui deviendra 2 ans plus tard Europe 2. C'est vrai? Alors, en fait, la politique, ce n'était pas mon métier.
ce vers quoi je me destinais, c'était ce qui me passionnait, c'était la radio. Et comme étudiant, j'ai fait de la politique, et puis on m'a demandé de prendre des responsabilités dans le petit monde politique de l'époque. Quand on était étudiant, c'était essentiellement l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais il n'existait pas beaucoup d'autres forces encore. Et puis, ensuite, je suis allé dans mon secteur d'activité. Et donc, à partir de 82, j'ai eu une activité dans le domaine de la radio, et puis je suis arrivé, à la suite de diverses évolutions, à proposer au groupe européen d'intervenir sur la FM, ce que nous avons fait. Alors, la haute autorité, à l'époque, a interdit le nom Europe 2 pour la station que nous avons constituée. Donc on l'a appelée CFM. Et puis ensuite, la haute autorité a été remplacée par la CNCL, qui, elle, a autorisé le nom Europe 2. Bon. Donc voilà pourquoi ça ne s'appelait pas Europe 2. Directeur adjoint au Soleil sur RMC, je dis au Soleil, du côté de la Principauté de Monaco. Au Soleil, c'est vrai. Où votre passion pour la chanson française est comblée. Un endroit merveilleux. Du point de vue du climat. Donc passionné de chansons françaises en plus, donc voilà. Vous avez produit alors des films qui ont été d'ailleurs primés. Alors pas beaucoup d'informations sur Internet. Premier prix de film, alors c'était quoi? C'était premier prix du film ethnographique français en 1991 et un court-métrage qui a été primé au César, je crois, un court-métrage au début des années 90. Nommé. Bon, très bien. Bon, vous avez aussi cette carte-là. Des films essentiellement de grands reportages, des séries pour la télévision, de grands reportages, des films de grands reportages, oui. Bon, retour à la politique. Producteur, pas auteur. Oui, on l'a compris. Retour à la politique au début des années 90. Alors, il y a Jean-Pierre Chevènement qui vous convoque à l'Assemblée nationale. Racontez-nous. Ah oui, alors, c'est la guerre du Golfe. Et moi, je suis en charge des questions internationales et je fais partie des animateurs du courant de Lionel Jospin. Et il me semble que la guerre du Golfe, c'est l'exemple même de l'aventure dans laquelle la France ne peut pas entrer et dans laquelle elle doit manifester sa différence. Il va démissionner d'ailleurs. De son poste de ministre de la Défense. Nous trouvons en minorité dans le courant de Lionel Jospin à défendre cette idée, tandis que le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, que je ne connaissais pas, défendait la même idée. Donc, quelques jours après sa démission, il m'a demandé de venir le voir à l'Assemblée nationale. Je ne l'avais jamais rencontré jusque-là. Lui, c'était quelqu'un d'habité par son idée, par son combat, et ça m'a beaucoup frappé parce que je ne l'avais jamais. Et ça vous a séduit, ça vous a plu? Oui, ça m'a convaincu que c'était quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, ce qui en politique est toujours intéressant, souvent rare. On continue, autre date que vous estimez importante, peut-être dans les années 2000 avec la création de la gauche moderne, 2007? Alors là, si vous voulez, on a déjà vu que la gauche s'est progressivement effondrée sur elle-même à partir de la guerre du Golfe et du traité de Maastricht qui ont conduit à ce que nous rompions avec le Parti socialiste. On a vu le Parti socialiste dériver vers le néolibéralisme et puis progressivement s'adapter complètement au cours des choses. Et s'adapter au point que les propositions qu'il fait se confondent avec celles que fait l'Union européenne. Et que, en France, une fois qu'il a gagné les élections, Nicolas Sarkozy, qui avait mené sa campagne électorale sur un thème proche de cela, dit, voilà, si on veut, on peut, le volontarisme politique permet de changer la donne. Il s'est adressé à un certain nombre de responsables de gauche en disant, est-ce que vous êtes prêts à tenter cette chose ensemble de changer la donne avec volontarisme. Il m'a semblé que répondre non dans l'état dans lequel était la gauche et dans l'état dans lequel était le pays n'était pas quelque chose de raisonnable et j'ai donc répondu oui. Et je dois dire par exemple que le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy après la crise de 2008, dans laquelle il dit que le cœur de la crise de 2008, c'est une mauvaise répartition de la valeur ajoutée, de la richesse créée entre le travail, les actionnaires et l'investissement, et qu'il faut remettre en avant l'investissement
et le travail et revenir en arrière sur les actionnaires, c'est la réponse. Il l'a formulée à l'époque, elle reste vraie. Alors, bien sûr, l'action qu'il a eue n'a pas été à la hauteur de ce discours dont j'ai le sentiment que c'était Henri Guénaud qui l'avait beaucoup influencé. Mais Henri Guénaud qui est venu ici d'ailleurs en entretien. On peut revoir, j'invite les internautes à revoir cet entretien. J'ai vais avec beaucoup d'intérêt. Vous n'avez jamais cherché à être sur le devant de la scène. Et je vous me demandais pourquoi vous n'aviez jamais cédé à la tentation de fonder et créer un parti politique sur le long terme, comme a pu le faire François Asselineau. Écoutez, il m'a semblé que la politique, quand on s'y intéresse, on s'intéresse au fond. Alors si, à un moment donné, on a le devoir d'aller au front, et il faut le faire, si j'avais été en position d'être candidat à tel ou tel poste électif important, j'y serais allé, si j'étais en position. Mais lorsque l'on n'est pas en position, il n'y a aucune raison d'avoir une agitation narcissique comme tant de politiques de seconde catégorie. Vous voulez dire que l'UPR, c'était une création narcissique que j'ai faite? Non, pas du tout, c'est pas ça l'idée. La preuve que vous étiez en position, c'est que vous avez aujourd'hui une formation qui existe. Alors que si aujourd'hui je déclarais que je lançais un grand appel, je pense que cet appel ne serait pas entendu parce que je ne suis pas en position pour le faire. Il y a quelque chose que je crois qui est très important, c'est si j'ai créé l'UPR, c'était sur un problème absolument de fond, c'est le problème de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Et si j'ai créé l'UPR personnellement, c'était parce que, à l'époque, il n'y avait aucun parti politique qui proposait de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Or, je me suis rendu compte que c'était quand même le mur de verre de la société française. Et même le Front National tenait à l'époque des propos... Alors, par ailleurs, compte tenu de tout le reste sur les autres sujets, mais même le Front National, dont on nous dit régulièrement, dont on nous assurait régulièrement qu'il voulait sortir de l'Union européenne et de l'euro, quand je prenais les professions de foi, que ce soit aux européennes, aux législatives ou aux présidentielles, il n'en était jamais question. Donc j'ai créé ce mouvement... Et je pense qu'il s'agit quand même bien, et de plus en plus, du vrai sujet de la société française. C'est le parti national contre le parti de l'étranger qu'ont théorisé les historiens du XIXe siècle. Vous, par exemple, de tout le parcours que vous avez eu, moi j'aimais bien Chevènement. Quand je suis allé travailler chez Charles Pasqua, c'est parce qu'il y avait donc il y avait eu un projet à l'époque d'alliance Pasqua-Chevènement qui n'a pas vu le jour. Mais il reflétait ce problème-là. Quand vous avez été chez Chevènement, vous sentiez quand même que les discours de souveraineté et d'indépendance nationale étaient fondamentaux pour la politique française. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez que M. Chevènement appelle se déclare pour Macron? C'est quoi Écoutez, je sais qu'il fait beaucoup d'interviews, je le lis dans tous les médias, en dehors du Monde et de Libération, qui continuent à le détester, tous les autres l'adorent, et qu'il fait effectivement des déclarations en faveur du président. Mais c'est un 8e ou un 9e de l'entretien qu'il accorde à tous ces médias, et pour le reste, il dit des choses qui me semblent rigoureusement opposées à tout ce qui est Emmanuel Macron. Alors j'ai du mal à déterminer exactement si il faut écouter le fond du discours qui est donné ou le refrain qui dit « Macron, c'est bon ». Mais attendez, vous êtes toujours comme ça, dans la nuance et dans l'humour, mais aujourd'hui, là, on est face à une situation cataclysmique. Il faut où en est la gauche sur ces questions? Que le Parti socialiste, le Parti communiste, qu'est-ce qu'ils disent sur notre alignement complet sur l'OTAN, sur les États-Unis, sur l'ultralibéralisme, ils disent quoi, vos amis de gauche? Ils souffrent en silence. C'est une vertu. Malheureusement, ça n'est pas la vertu de la politique et ça n'est pas ce qui fait avancer l'histoire. Ils sont incapables de dire quoi que ce soit parce qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle, ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes, ils n'existent plus.
Alors, on va parler de la gauche. Ça me permet d'enchaîner sur le clivage gauche-droite. C'est important. Parce que ce clivage a longtemps été un outil de classification des idées politiques. Aujourd'hui même, si cette ligne de clivage fait encore sens pour une partie des Français, elle tend à devenir obsolète et beaucoup de citoyens ne savent plus vraiment se positionner. L'un des problèmes étant que ce clivage englobe la question des valeurs morales, c'est-à-dire que la personne de gauche se doit d'être progressiste et la personne de droite conservatrice. Et puis peut-être d'un point de vue un petit peu plus métapolitique, une autre ligne de clivage se dessine, et vous en parliez François Asselineau, les personnes en faveur du fédéralisme européen et celles qui prônent la souveraineté nationale, et ne nous arrêtons pas en chemin, j'en vois une troisième, le clan en faveur de placer le pouvoir dans les mains de personnes jugées compétentes pour décider, la fameuse oligarchie, et puis les autres, ceux qui pensent que les citoyens peuvent proposer des solutions à leurs problèmes. Alors première question, comment créer une union populaire sur le plan des valeurs? Et vous enchaînerez avec cette autre question. Existe-t-il encore une gauche traditionnelle en 2021? Et je ne parle pas donc de cette gauche qui a glissé du social vers le sociétal. Si oui, qui la représente, cette gauche historique, et qui est le mieux placé pour représenter la gauche en 2022? François Asselineau, comment créer une union populaire sur le plan des valeurs? Mais moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir une hiérarchie de priorités dans l'action politique. Si vous voulez poser cette question sur le problème des valeurs, je ne dis pas que ce sont des sujets sans importance, mais c'est les gens qui raisonnent là-dessus ne voient pas la réalité de la situation, telle que, en tout cas, moi, je l'analyse. La France est en train, et je pèse mes mots, d'être détruite. Détruite. Nous sommes en guerre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mitterrand qui l'a dit. La France est en guerre, les Français ne le savent pas. C'est une guerre du 3e millénaire. Notre industrie, notre recherche, notre agriculture, nos services publics, toute notre identité nationale, notre unité nationale, notre langue, notre diplomatie, tout ça est en train... Tous les indicateurs sont au rouge vif. Et au-dessus de ça, il y a une crise morale qui surplombe le tout. Parce qu'en réalité, les Français, confusément, sont dans une société qui est devenue complètement morcellisée, complètement communautarisée, et ont le sentiment qu'ils ne reconnaissent plus la France, ils ne peuvent plus gérer la France, ils ne savent plus où on va, ils ne comprennent plus rien. Donc, avant de parler, je crois, des problèmes de valeur, des problèmes de ci, des problèmes de ça, c'est un peu que la France, elle est en 1940, après le désastre, sauf que les Français n'ont toujours pas compris qu'ils étaient en guerre. Donc en 1940, lorsque De Gaulle lance le 18 juin son appel et l'appel à la résistance, il a un objectif, l'objectif primordial, c'est que les Français recouvrent leur liberté pour décider collectivement de leur avenir collectif, y compris des questions de valeur. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas ce qui se passe, c'est une espèce de brouillard diffus. Et c'est pour ça que depuis 14 ans, je dis que tant que nous serons dans le processus actuel de construction européenne, dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, on va continuer à s'enfoncer. Et les discours, c'est un peu comme les discours, vous savez, sur le sexe des anges à la chute de Constantinople. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'écharper, génération identitaire, l'islamo-gauchisme, le mariage pour tous, la manif pour tous, etc. Ça préoccupe les Français. Je sais que ça préoccupe. Mais ce que les Français ne comprennent pas, c'est que tant qu'on reste dans l'Union européenne, ces sujets-là, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Par exemple, le mariage pour tous a été diffusé dans l'ensemble de l'Union européenne, comme d'ailleurs le divorce, comme d'ailleurs... vous avez vu, par exemple, le CCIF en France a été dissous, il va se recréer à Bruxelles, et il bénéficie des subventions de l'Union européenne. Donc en fait, les Français n'ont pas compris, et c'est le drame, ils n'ont pas compris que notre appartenance à l'Union européenne nous a volé, y compris dans un grand nombre de sujets sociétaux, nous a volé le droit consubstantiel des Français à décider de leur propre avenir. C'est la raison pour laquelle je milite pour d'abord et avant tout avoir cette hiérarchie de priorités dans la compréhension. Gilles Casanova. Alors, d'abord sur le clivage gauche-droite. Si on regarde sur une longue distance les valeurs de référence de la gauche et qu'on pose des questions sur les valeurs traditionnelles de la gauche sur 40 ans, et qu'on regarde aujourd'hui où elles en sont, on voit que ça a peu évolué. C'est-à-dire il faudrait donner plus au travail et moins aux actionnaires, c'est-à-dire... la question sociale est toujours présente. Toutes les questions sociales, elles évoluent très peu. Si vous regardez en revanche
la réponse des gens à est-ce que la gauche et la droite, ça permet de comprendre le monde politique d'aujourd'hui, alors là, vous avez 80% des gens qui disent non. Et je fais partie de ces gens. Comment voulez-vous comprendre le monde politique d'aujourd'hui quand vous avez un Pierre Moscovici qui propose une politique économique à côté de laquelle celle de Raymond Barre apparaît comme proche d'Alain Krivine, et quand vous avez une droite qui propose des mesures sociales, comme l'a fait Nicolas Sarkozy en son temps, qui étaient bien plus courageuses que celles que se proposait de faire la gauche. Donc là, on voit bien que les jeux sont complètement inaudibles. Mais au fond, parce que qu'est-ce que c'est la droite et la gauche? Où est-ce que ça a été inventé? À Paris. Quand est-ce que ça a été inventé? Autour du veto, du droit de veto du roi. Il y a le Parlement qui représente le peuple français, il y a le roi. Et à ce moment-là, on fait un vote, au lieu de faire assis, debout, bien mal levé, on met à droite et à gauche. À droite se rangeront ceux qui pensent que le roi seul a le droit de mettre son veto à ce que le peuple veut. À gauche, ceux qui considéreront que le souverain, c'est le peuple. Et qu'aucune autorité, fût-elle de sang royal ou de descendance religieuse plus ou moins imaginaire ou réelle, ne pouvait passer par-dessus le peuple. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là. Elle est toujours là. Ce débat, il a un sens. Est-ce que le peuple français décide ou est-ce que le roi, c'est-à-dire Berlin et Bruxelles, peut d'une main décider d'éteindre ce que veut le peuple français? La réalité, c'est que la vérité du clivage historique inventé par les Français entre la droite et la gauche, c'est la question de savoir si des autorités transnationales, supranationales, étrangères, des comités Théodule, des autorités indépendantes peuvent décider d'invalider ce que veut le peuple. C'est ça la question. Alors, est-ce que la gauche existe toujours, la gauche historique, et qui pour la représenter? Non, la gauche, elle s'est dissoute. En réalité, je suis tout à fait d'accord avec cette gauche, elle a choisi de se ranger à la droite de ce débat, puisqu'elle dit, quand Berlin dit quelque chose, on baisse la tête. Et vous noterez qu'il n'y a pas un seul soldat allemand sur notre territoire. Et en réalité, ce nouveau clivage, c'est le vrai clivage de notre époque, entre les mondialistes et ce qu'on appelle les souverainistes ou les populistes. D'ailleurs, le mot populiste, qui est maintenant revient comme une ritournelle de façon péjorative, si on y réfléchit bien, ça n'est pas péjoratif, c'est le représentant du peuple. C'est un peu comme les sans-culottes, qui étaient péjoratifs à l'origine, puisque les sans-culottes, c'était les gens qui n'avaient pas, le commun des Français, qui n'avaient pas les moyens de s'habiller comme les aristocrates avec une culotte et des bas de soie. On les appelait les sans-culottes, et les Français ont repris ça à leur avantage en disant, effectivement, nous sommes un peuple de sans-culottes. Aujourd'hui, la gauche s'est fondue avec la droite, et dans chaque parti politique, dans chaque famille politique, il y a ce clivage. On le voit de façon extraordinaire, par exemple, aux Républicains. Actuellement, entre Retailleau et Xavier Bertrand, par exemple, on voit bien qu'il y a un clivage qui passe entre les deux, entre ceux qui sont plus ou moins quand même pour la souveraineté nationale et ceux qui sont pour l'abandon aux instances transnationales ou supranationales. On s'y perd un petit peu quand même quand on regarde un peu les médias. Ils ont conservé ce vocabulaire. Donc, Mais la question clé pour le pays, c'est celle-là. Est-ce que c'est le peuple qui décide? Est-ce que ce sont d'autres? C'est très clair. Si ce sont d'autres, les débats, ce sont des hochets. Et en fait, ce que le traité de Maastricht a organisé, ce que nous avions dit, nous qui étions partisans du non à l'époque, c'est que progressivement, les dirigeants que nous allions élire n'allaient plus être l'équivalent des PDG de la France, mais des DRH, c'est-à-dire des directeurs des ressources humaines qui veillent à ce que le personnel ne soit pas trop mécontent. Alors, on fait des éléments de société, on fait des choses comme ça, la PMA pour tout TES, et toutes sortes de fariboles qui servent en réalité à masquer le fait que la décision est ailleurs.
Ce qui est très très important, c'est que le fait de mettre en avant, comme le font les médias, la gauche et la droite, c'est entretenir un débat qui est périmé aujourd'hui, qui reviendra peut-être si la France récupère son indépendance et sa souveraineté nationale. On verra tout naturellement réapparaître la droite et la gauche. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais en revanche, les grands médias ont intérêt à mettre en avant ce débat-là pour éviter d'avoir le vrai débat. C'est quand même pas un hasard si des personnes comme Gilles Casanova, par exemple, ou comme moi, ou comme d'autres, ne passons jamais sur les grands médias français. Oui, enfin, sauf que Gilles Casanova, vous ne cherchez pas forcément à passer dans les grands médias. Alors, si on m'invite, je viens. C'est vrai ? Absolument. RT m'a invité, je suis venu. Que TF1 m'invite, je viens. Que LCI m'invite, je viens. Moi, j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas trop ça, justement, être dans... Non, c'est pas une question de goût. Je ne cherche pas à me communiquer. Mais si on souhaite que je vienne donner un point de vue politique, une orientation politique, une vision du monde, vous acceptez toutes les invitations disponible. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur les conditions dont nos dirigeants de notre gouvernement ont salué, pour ne pas dire vanté, le modèle chinois sur cette gestion de crise sanitaire au prix de nos libertés. Je pense notamment à Axel Kahn, pour n'en citer qu'un. Il était ravi. Il y a aussi notre ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a multiplié les déclarations en ce sens et qui a donc salué la réactivité de la Chine, qui a su, je cite, mettre en place des mesures de confinement et d'isolement très rapidement. Alors on peut se demander si les attaques contre les libertés individuelles au prétexte de lutter contre un virus ne nous exposent pas à des maux plus grands, et est-ce qu'on peut réduire la qualité d'un régime politique à une courbe des contaminations ? Qui veut répondre ? Alors il y a plusieurs choses dans cette crise sanitaire. Pour aller à l'essentiel, d'abord, elle a été prévue par la Fondation Rockefeller en 2010, qui a imaginé ce qui se passerait avec une pandémie. Alors une pandémie qui faisait des millions de morts, des dizaines de millions de morts. Et qu'est-ce qui se passerait dans les sociétés occidentales ? Comment le modèle des sociétés autoritaires et militarisées comme la Chine montrerait sa supériorité sur le modèle des sociétés occidentales basées sur les libertés. Et on est dans un type d'épidémie particulier qui ne fait pas un nombre de morts comparable, mais pour lequel les mesures qui ont été prises ressemblent tout à fait à celles qui sont envisagées par la Fondation Rockefeller dans son étude de 2010. Et ce que dit la Fondation Rockefeller, c'est qu'une fois que tout est terminé, que le vaccin est venu à bout de l'épidémie, eh bien les mesures restent. Parce que, au fond, ce qui est resté, c'est la facilité pour les gouvernants de gouverner et de décider en ayant mis de côté tout ce qui est la contrainte de supporter les libertés pour le peuple. Et c'est ça qu'on doit regarder. Il y a un autre aspect qu'on doit regarder aussi, c'est la science et les médias. La science, qu'est-ce que c'est ? C'est faire une hypothèse, regarder si elle fonctionne en laboratoire et, la plupart du temps, voir qu'elle ne fonctionne pas, en faire une autre. Et puis en faire une autre, et puis il y en a une qui fonctionne, alors on pense qu'on a trouvé quelque chose. Et puis on va un peu plus loin et on se rend compte que ça ne marche pas tout à fait. Alors on revient en arrière, on fait une nouvelle hypothèse. C'est-à-dire que c'est un processus dans lequel, à tout instant, on fait des hypothèses qui ne correspondent pas à la réalité la plupart du temps, mais qui vont permettre à un moment de rendre compte de la réalité. Ça, c'est la science. Alors les médias, c'est autre chose, c'est de faire de l'émotion et de l'agitation sur n'importe quoi à tout prix, tout le temps. C'est le principe des médias commerciaux d'aujourd'hui. Donc, par exemple, vous avez des médecins anglais qui voient qu'il y a une dizaine de cas à Londres de maladie de Kawasaki chez des enfants au moment où se développe fortement la maladie à coronavirus. Et alors, il se pose la question, est-ce que le coronavirus provoque chez les enfants la maladie de Kawasaki ? Aussitôt, les médias s'emparent de la question en disant, à Londres, les enfants ont la maladie de Kawasaki et meurent du Covid. Alors,
À Paris, l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est dirigée par quelques personnes qui ont une capacité, elles, à ne pas s'abstraire du narcissisme, se jette sur les médias en disant « mais nous aussi, on a des enfants qui ont la maladie de Kawasaki, qui en meurent, c'est le Covid, c'est terrible ». Tous ces gens, après avoir fait des déclarations médiatiques, ils vont dans des laboratoires et regardent ce qui se passe et on se rend compte qu'il n'y a aucune forme de rapport entre la maladie de Kawasaki, qui est une maladie rare qu'ont ces enfants et qui peut être mortelle, et le coronavirus. Aucun. Y a-t-il un média qui ait donné cette information? Ben non, c'est pas vendeur, c'est pas de l'émotion. Donc est restée l'idée que le coronavirus tue les enfants. Or, dans les gens qui sont morts par ce coronavirus, moins de 1% à moins de 50 ans. Donc on voit bien que la réalité de ce qui est produit par les médias, ce sont les hypothèses les plus vendeuses en termes commerciaux qui sont à tel ou tel moment faits par les scientifiques qui sont face à un virus inconnu. Et ensuite, on ne revient jamais pour dire non, cette hypothèse, elle n'était pas la bonne, etc. Donc le résultat, c'est qu'on nous projette la mort comme on nous vendait la mode et la mini-jupe il y a 50 ans, et cela produit un effet de sidération sur la population qui, du coup, est prête à accepter le renoncement à toutes ses libertés devant quelque chose de si terrible. Le seul problème, c'est que maintenant, on est au bout d'un an. Au bout d'un an, on voit bien que les gens ne tombent pas dans les rues. On voit bien que l'âge moyen des gens qui meurent, qui décèdent du coronavirus, correspond à l'âge moyen de la vie en France. Oui, qu'il y avait un terrain fragile avec un système immunitaire souvent affaibli. Plus des 2/3 ont 3 autres causes à leur mort que le coronavirus. C'est-à-dire qu'on est bien en face d'une épidémie. On est en face d'une épidémie dangereuse pour les personnes déjà affaiblies et déjà malades. C'est comparable à la canicule. 30 000 personnes étaient mortes en un été par la canicule. Mais ce n'étaient pas des personnes en bonne santé qui étaient mortes par la canicule. On remarque par exemple que beaucoup de personnes meurent dans les EHPAD. Mais il faut avoir en tête qu'un tiers des personnes qui sont dans les EHPAD décèdent chaque année. Donc, elles ont de nombreuses causes de mortalité. Et le Covid en est une supplémentaire. Donc, on a, à travers un système médiatique, terrorisé la population pour mettre en œuvre des mesures qui sont des mesures d'atteinte aux libertés qui ne présentent pas un caractère efficient du point de vue sanitaire, car vous notez que les courbes qu'on nous montre on réduit constamment les libertés, on vote constamment des lois d'exception, et les courbes que l'on nous montre ne rendent pas compte de cela. Donc on voit bien que les mesures sanitaires nécessaires, elles demanderaient plus d'imagination et plus d'efficience, plus de concentration sur les secteurs où elles devraient être prises, et peut-être moins de réduction générale des libertés dans la société. François Asselineau, je sais que vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que vous souhaitez... Oui, on a beaucoup parlé. En 2 mots, effectivement, la moyenne d'âge des décédés, c'est 81, 82 ans. L'année 2020, les moins de 65 ans, c'est le même nombre de morts, le même taux de mortalité qu'en 2019. Ça, ce sont les chiffres officiels. Absolument. Donc on s'aperçoit que c'est en fait une maladie qui est très peu létale et qui accélère, si l'on peut dire, le processus de décès pour les personnes très âgées et notamment pour les gens qui ont des facteurs de comorbidité. Moi, ce que je crois très très important dans cette année 2020, c'est que je pense que ça va être un basculement historique parce que beaucoup de Français ont réalisé que des événements très graves sont actuellement à l'œuvre. Premièrement, la corruption de la science. Bon, de nombreux rédacteurs en chef, par exemple, de plusieurs magazines de revues britanniques de renom médical, commencent à s'exprimer là-dessous sur les problèmes de corruption et de conflits d'intérêts. Cette fameuse affaire d'hydroxychloroquine ou maintenant d'ivermectine sont des médicaments ultra connus qui n'ont aucun effet nocif. Dans le pire des cas, ce sont des placebos. Dans le meilleur des cas,
ça peut guérir. Et les résultats qui actuellement s'accumulent sur l'ivermectine donnent à penser que c'est un médicament qui peut réduire jusqu'à 75 ou 80 ou 90% le taux de mortalité à différents stades de la maladie. De plus en plus d'études s'accumulent. Eh bien, en France, comme dans tout l'Occident, parce qu'il y a une géopolitique de la gestion de cette pandémie qui correspond en fait à l'OCDE, ou plus exactement à l'Union européenne, plus les États-Unis d'Amérique, Canada, et puis Australie, Nouvelle-Zélande et Chili, Colombie, c'est-à-dire vraiment les pays sur lesquels les États-Unis imposent leur impérium. Eux, ils ont une gestion de la Covid-19 différente du reste du monde. Nous, on est dans un pays où on nous a mis dans la tête qu'il y avait les vaccins et que les vaccins. Et pas tous les vaccins d'ailleurs. Uniquement des vaccins d'origine américaine ou d'origine européenne. On met dans la tête les traitements qu'aucun traitement n'est possible. On sort d'un chapeau un traitement, le remdesivir, parce que ça coûte 2 000 € la dose. Un autre traitement, c'est maintenant les anticorps monoclonaux, ça coûte 2 000 € la dose. Il n'y a aucune étude randomisée, aucune certitude, etc. Le remdesivir a dû être retiré parce que ça ne marchait pas. Mais on voit bien que ça ne correspond pas à ce que ferait un enfant de 7 ans. Quelqu'un qui serait honnête à l'Élysée ou à Matignon ou au ministère de la Santé se dirait « je vais faire des tests grandeur nature sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sur l'ivermectine, puisque dans le pire des cas, ça ne peut pas avoir d'effet nocif ». Alors même que des pays comme par exemple l'Inde, où l'ivermectine est très largement répandue, regardez le nombre de morts par habitant en Inde. Il est très 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 bas. Donc, ce qui ressort, à mon avis, de cette affaire de 2020, c'est que de plus en plus de Français ont découvert, ahuris, que derrière la science se cachaient des intérêts fondamentaux. Il y a encore 1 an et demi, les gens ne se posaient pas les questions de conflit d'intérêts. Maintenant, vous parlez dans la rue Karine Lacombe ou ci ou ça, vous avez la moitié de la population qui est convaincue qu'une partie des médecins sont perclus de conflits d'intérêts. Une grande partie de la population commence aussi à comprendre que le mot qui a fait tilt en 2020, c'est le mot complotisme. Ah oui. Maintenant, tout le monde est complotiste. Alors moi, je m'en réjouis parce qu'en 2017, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, on m'avait collé l'étiquette complotiste. Et donc, pour beaucoup de Français, les gens se disaient « Oh, c'est un complotiste ». Mais maintenant que beaucoup de Français se rendent compte que simplement poser des questions de bon sens sur les traitements, poser des questions de bon sens sur pourquoi est-ce qu'on porte un masque en plein air, alors que c'est plutôt quand on est confiné qu'on risque de transmettre, qu'à chaque fois que vous vous faites traiter de complotiste, il y a un décrochage massif de l'opinion publique face à ça. Et moi, je ne sais pas du tout où l'on va. La première hypothèse, c'est une tyrannie qui vole les libertés publiques et qui s'impose de plus en plus en bénéficiant du lavage de cerveau des grands médias. Et à contrario, un nombre croissant de personnes dans la population, y compris d'ailleurs des journalistes, parce que lorsque les journalistes de BFM, ils disent à la télé les propos les plus terrorisants, et puis après ils vont déjeuner comme ça de façon illégale dans un restaurant clandestin à la mode, paraît-il. S'il est à la mode et clandestin, ça c'est la prohibition. Enfin, on voit qu'il y a les tartuffes sont apparus. On est dans une société, je ne sais pas où on va. Est-ce que c'est pas une aubaine pour nos dirigeants de dire voilà, il y a tellement de complotistes et ça pousse comme des champignons qu'ils sont pas capables, sont pas rationnels, donc il faut peut-être renoncer à une partie de renoncer à la démocratie pour pouvoir gérer les crises. Ah ben c'est une des issues possibles, c'est-à-dire une tyrannie qui s'impose de plus en plus. Mais il y a aussi l'autre hypothèse, c'est que les peuples finissent par se révolter et que ça finisse en explosion générale. Parce que moi, je ne sais pas là-dedans, entre les deux, où va aller le curseur, je ne sais pas. Comment vous voyez les choses, vous, Gilles Casanova ? Mais il faut voir la cause de tout cela. Cette massification des conflits d'intérêts, c'est lié au fait qu'en Europe, les États se sont complètement retirés de la recherche médicale. Si vous êtes un médecin qui fait de la recherche, vous ne pouvez le faire qu'adossé à un ou plusieurs laboratoires. L'État ne donne plus un sou pour faire des études randomisées en double aveugle, qui sont des choses qui coûtent cher, et pour lesquelles il faut trouver des patients qui sont prêts à le faire. Mais même si vous avez ces patients, vous ne pouvez le faire qu'adossé à un ou plusieurs laboratoires. En général, c'est un laboratoire parce qu'il a le médicament que vous allez tester. Et donc, vous n'avez plus de médecins qui font de la recherche aujourd'hui, qui ne soient pas liés à un laboratoire. Ça n'existe pas. La question n'est pas que ces médecins soient malhonnêtes. La question, c'est que ces médecins, ils veulent
travailler. Et comme l'État ne donne plus un sou, l'État simplement se contente d'envoyer des commissaires qui vont vérifier que les conditions sont bien les bonnes. Donc, vous avez un système de médecine qui est tombé sous l'impérium complet des laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est la première chose. Donc, du secteur privé et du profit. Donc, et de l'autre côté, vous avez des politiques qui sont devenus totalement incapables. À force de ne pas gouverner, d'avoir l'habitude que Bruxelles donne les ordres, d'avoir l'habitude que la Banque centrale ou l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, l'OTAN ou quelque autre institution donne les ordres, ces gens ne savent plus gouverner. Pour vous, c'est de l'incompétence. Incompétence, mais aussi, ils se sont installés dans le non-gouvernement des humains. Je vous donne un exemple. Vous avez des médecins. Ils disent un jour une chose, un jour une autre chose, un jour une troisième chose, parce que la science évolue sur quelque chose de très récent. En plus, certains ont une idée, d'autres ont une autre idée. Moi, je ne vais pas dire un médicament est bon, un autre est moins bon. Je n'ai pas la compétence. En revanche, je peux dire une chose. C'est aux politiques, après avoir entendu les médecins et les scientifiques, de prendre des décisions pour la société, c'est-à-dire en faisant la part des choses pour la société de ce qui est le bon choix, le choix le plus raisonnable. Ils ont été élus pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Rien de tel. Ils créent un comité Théodule avec le professeur machin et le professeur truc, et ce sont ces comités Théodule qui vont décider à leur place. Mais alors pourquoi est-ce qu'on les paye, ces politiques ? Si ce sont les médecins qui décident à leur place, le comité scientifique, le comité truc, où ils font des entités couvertes par le secret défense, comme le Conseil de défense, pour prendre des décisions sur l'épidémie. C'est complètement absurde. Le constat fait par Gilles Casanova va bien au-delà, d'ailleurs il est tout à fait juste. J'aime bien sa qualification. Nous avons des gouvernants qui sont dans le non-gouvernement. Ça vient de gouvernatos, en grec, le gouvernail. Ils ne tiennent plus le manche. On voit qu'ils ne savent plus quoi faire et ils sont incapables de trancher, de décider une fois pour toutes. C'est ça qui est important. Et quand ils le font toujours par référence à l'univers mental qui est le leur. Le G7, le G8, l'OMC, le ci, le ça, les réunions avec les chefs d'État. Mais il n'y a plus de contact. Ils vivent hors sol et complètement coupés de la population et du peuple français. Il ne représente plus le peuple français, il représente une hyperclasse mondiale, une hyper-oligarchie, et il n'est pas chic de ne pas abonder dans le sens de Klaus Schwab, dans le sens de Davos, parce que cette histoire est assez extraordinaire, cette affaire de grands recettes. Au début, je me disais, c'est un fantasme, c'est un truc comme ça, puisque c'est complété, mais non. Klaus Schwab, il a bien prévu un truc qui s'appelle le Grand Reset, la grande réinitialisation. Et on a des gens comme ça qui sont sortis d'un chapeau, élus par personne. C'est comme Bill Gates, mais c'est pas parce qu'on est milliardaire. Ce sont des grands industriels, des chefs d'État. Mais c'est pas parce qu'on est milliardaire que d'abord Bill Gates n'a aucune compétence en matière de virologie et d'immunologie, que je sache. Et puis ce n'est pas parce que vous avez une poignée de milliardaires qu'ils sont fondés à décider pour 7,5 milliards d'êtres humains quel va être l'avenir sur Terre. Et ça, c'est en train d'apparaître au grand jour. C'est ça qui est la grande chose de cette année 2020, de cette pandémie, c'est que ce qui restait auparavant dans l'ombre ou dans qu'on disait c'est du complotisme, maintenant, non, c'est sur la table. Et devant des millions de Français, quand même des millions de Français, on est entre deux mondes. Il y a des millions de Français qui croient encore TF1, BFM TV, qui gobent tout ce qui est dit. Mais vous avez des millions de Français qui sont allés sur Internet. Vous avez vu que de plus en plus de gens quittent la télévision. L'âge moyen, d'ailleurs, de la télé vieillit à toute allure. En 2020, l'âge moyen du téléspectateur a pris 1 an et demi. Ça veut dire que les jeunes, désormais, tous les moins de 40 ans, fuient la télévision et vont chercher l'information qui leur paraît juste. Parce que s'il y a quelque chose qui permet de croire en l'être humain, voire même croire en Dieu, ça dépend. Ou une information alternative. Voilà. C'est quand même le sentiment. L'être humain, il flaire où est la vérité. Et là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de Français qui disent ce que nous racontent Macron et Castex, c'est du bobard et Véran, ne serait-ce que d'ailleurs, ils ont changé d'avis 50 fois sur le même sujet. Bon, eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. On va terminer cet entretien avec vos mots, Gilles Casanova. La démocratie, c'est la souveraineté. Si un peuple n'est pas souverain, alors la démocratie n'a pas de sens. C'était lors d'une conférence en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, organisée par les Rencontres républicaines, ce qui va m'amener à parler
de l'Union européenne. L'Union européenne qui est vue par les eurosceptiques comme une organisation supranationale qui impose sa propre vision aux nations, leur autant leurs prérogatives. Et puis on a quand même depuis quelques années les eurocrates qui ont pris conscience de l'importance de démocratiser cette Europe. Alors en attendant, je sais que vous avez pas mal de réflexions semblables tous les deux en ce qui concerne l'Union européenne et vous pouvez les énoncer à nouveau ici, mais il y a aussi des oppositions et une en particulier, à l'instar d'Henri Guénaud qui était à votre place le 27 janvier dernier. Vous étiez favorable au Brexit. En revanche, le Frexit n'est pas la bonne solution. Selon vous, vous estimez qu'il faut d'abord dépasser les clivages et rassembler et imposer ensuite un rapport de force au sein de l'Union européenne. Alors, expliquez-nous pourquoi et surtout comment il faudrait faire. Bien, les Britanniques, ils ont une alliance majeure avec leur ancienne colonie, les États-Unis d'Amérique. Ils ne sont entrés que tardivement dans le processus du marché commun et ils en ont rapidement refusé un certain nombre de grands éléments, que ce soit les éléments sociaux ou les éléments monétaires. Donc la sortie de cet ensemble était pour eux quelque chose de simple, de cohérent. C'est aussi une puissance pétrolière, c'est une monarchie pétrolière aussi, ce que ne sont pas les autres pays européens. Donc ils ont des caractéristiques propres qui leur permettaient de sortir de l'Union européenne et ils ont eu raison de le faire parce que cela correspond à leurs intérêts nationaux. La France, elle n'est pas dans cette situation. La France, elle ne, à mon sens, elle ne devrait pas sortir de l'Union européenne en laissant les autres se coaliser contre elle. Elle doit mettre fin à l'Union européenne. Elle ne doit pas en sortir. Elle doit avoir une ambition plus grande, celle de mettre fin à un dispositif qui est dépassé. Ce système du marché commun, il a été créé par les États-Unis et leurs amis après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Il a été créé pour tenir face à l'ours soviétique. Bon, les peuples ne voulaient pas, les peuples de l'Ouest européen ne voulaient pas l'alliance avec l'Allemagne parce qu'ils avaient encore un souvenir brûlant. Et les États-Unis, qui eux voyaient ça de loin, pensaient qu'il fallait rassembler tout le monde au-delà de la volonté du moment des peuples contre l'ours soviétique qui faisait très peur. On a fait le marché commun, qui est le marché commun de la guerre froide. Bon. Mais la guerre froide est finie. Et donc, ce dispositif-là, piloté depuis les États-Unis, depuis le départ, avec des gens à eux, comme c'est logique quand on pilote quelque chose, ce dispositif, il n'a plus de sens. Et le dispositif, il était entièrement fait pour se passer du consentement des peuples, parce que les Français, ou les Anglais, ou les Italiens ne voulaient pas entendre parler des Allemands, parce qu'ils avaient un souvenir vraiment brûlant, le mot est là. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel. Et donc, le dispositif qui exclut les peuples du fonctionnement de l'organisation de l'Union européenne, il doit être brisé. On ne doit pas en sortir, il doit être brisé. C'est la question. Eh bien, quelles sont les deux grandes nations qui dominent ce dispositif? C'est la France et l'Allemagne. L'une a décidé d'être le caniche de l'autre, mais ce n'est pas l'autre qui a brandi le fouet. C'est la France qui a décidé d'être le caniche de l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne qui a demandé à la France d'être le caniche. Là-dedans, il y a un dispositif dans lequel les dirigeants français, ayant honte de la France, comme l'élite française a eu honte de la France après 1789, comme elle a eu honte de la France après 40 et qu'elle s'est tournée vers l'Allemagne, une autre Allemagne. On est d'accord sur le constat, mais... Donc, il faut aujourd'hui que la France reprenne sa liberté d'allure, qu'elle fasse ce qui lui semble bon, et que chaque fois que cela se heurte au dispositif de l'Union européenne, eh bien, elle dise qu'il s'agit de changer le dispositif de l'Union européenne. Une autre Europe, c'est ça? Non, pas une autre Europe. Il s'agit de briser ce qui, dans l'Union européenne, empêche les peuples de faire ce qu'ils souhaitent. Mais il ne faut pas renoncer à l'idée d'une coopération entre les nations européennes. Parce que si ce qui garantit la paix, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la dissuasion nucléaire, la coopération entre les Européens, ça a un sens. Bon, alors François Asselineau va vous répondre. Il a déjà oui, dit à la alors,
Oui. J'ai trop... Ça fume, là. Non, j'ai trop de... Comment dire? J'estime trop l'intelligence de mon partenaire pour penser qu'il ne croit qu'à moitié à ce qu'il dit. D'abord, le coup, c'est la France et l'Allemagne, ça, c'est pas vrai. Oui, la France et l'Allemagne sont deux puissances très importantes, mais aller dire aux Polonais, aux Hongrois, aux Roumains, aux Bulgares, aux Néerlandais, aux Italiens, aux Espagnols que c'est de la gnognotte, ça ne marche plus. Il y a maintenant 27 États dans l'Union européenne et on voit que la France et l'Allemagne, non, le couple franco-allemand qui d'ailleurs n'a jamais vraiment existé. D'ailleurs, l'Allemagne en ce moment est en train de rénover une statue de 10 mètres d'équivalent d'un immeuble de 10 étages de Bismarck à Hambourg pour le 150e anniversaire de la création du Deuxième Reich dans la Galerie des Glaces à Versailles. Ça n'a jamais marché, mais maintenant vous avez des puissances qui ont leurs propres intérêts. Et les Polonais, excusez-moi, les Polonais ne se laissent pas marcher sur les pieds par les Allemands et les Français. Ça n'est pas vrai. Les Hongrois non plus, on l'a vu, etc. Donc déjà, je ne pense pas que ça soit possible. Deuxièmement, il y a toujours un côté... il y a un côté nationaliste, en fait. C'est-à-dire que les gens disent il faudrait que la France impose son truc. Mais non, ça, c'est aller à la guerre. C'est comme quand j'entends Mélenchon qui dit la France doit taper du poing sur la table, elle doit désobéir au traité, imposer son truc. Mais ça, c'est la meilleure façon d'aller vers la guerre. Parce que moi, je ne veux pas que les autres pays d'Europe nous imposent à nous, Français, leur modèle, un modèle ultralibéral. Mais je ne vois pas pourquoi la France imposerait aux Néerlandais ou aux Estoniens notre modèle jacobin. Il n'y a pas de raison. Donc il s'agit de sortir de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, il le dit en pointillé. Gilles, vous le dites en pointillé. Quand vous dites qu'il faut que la France fasse, en tant que de besoin, ce qu'elle entend faire, ça veut dire qu'elle ne respecte plus les règles. Et donc, si on ne respecte plus les règles, ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne sera immédiatement saisie par la Commission européenne, que nous serons condamnés par la Cour de justice, et on fera quoi ? On ira jusqu'à la Cour internationale de justice, on fera voler en éclats. Non, tout ça n'est pas raisonnable. Ce qui est raisonnable, en revanche, c'est de faire un divorce à l'amiable. Et il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est dans ce genre de débat, à quel point il est difficile d'aller dans la nuance. C'est-à-dire que Gilles me semble-t-il, est tombé un petit peu là-dedans, c'est que sortir de l'Union européenne, il dit mais non, mais il faut une coopération européenne. Et j'ai toujours dit, qui a dit qu'on arrêterait les coopérations européennes ? Je veux dire, la Suisse, la Norvège sont dans Arianespace. Donc la France, elle est de toute façon dans des coopérations européennes, mais pas que. Elle doit être dans des coopérations mondiales avec des périmètres différents selon les centres d'intérêt. Vous êtes d'accord avec ce que dit François Asselineau, là, la coopération ? C'est le principe même de la construction européenne. Comment dirais-je ? Les gens confondent coopération internationale, qui doit être promue, qui d'ailleurs on ne fait que ça. Concorde, la coopération franco-chinoise en matière de nucléaire. Il n'y a que des coopérations internationales. J'avais consacré une conférence sur cette question. La coopération internationale, ça marche, mais pas seulement avec l'Allemagne. Ça peut être aussi avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Algérie, etc. Parce que ça favorise la paix. Mais la coopération internationale, ça se fait sur un sujet où tout le monde a le même intérêt. Ça n'a rien à voir avec l'intégration supranationale, où on demande à 27 États de s'entendre sur tous les sujets pour qu'ils aient tous la même politique. Alors, on va laisser répondre Gilles Casanova. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Je crois que la politique, c'est partir du réel pour aller vers l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à rendre aux peuples européens leur capacité à décider. Et ensuite, à décider ensemble, de faire des choses ensemble et de ne pas en faire certaines et de les faire différemment parce qu'ils ont des tempéraments différents. Et je pense que partir du réel, c'est partir du fait que dire aujourd'hui on va rompre avec l'Union européenne, c'est parce que tel est l'état de notre pays, de l'imaginaire de nos concitoyens, de l'opinion, diront les journalistes et les sondeurs. Les 2/3 des Français ont peur de sortir de l'Union européenne, pensent que c'est l'aventure. Donc, proposer de but en blanc l'aventure qui est rejetée par les 2/3 des Français, c'est ne pas proposer quelque chose qui permet de faire ensemble le chemin. L'Union européenne, moi, je suis convaincu qu'elle est entièrement négative. Je ne pense pas qu'elle est
amendable par son propre système parce qu'elle n'a pas de système pour s'amender. Elle n'a qu'un système pour contraindre. Bon, mais si on explique ça aux Français, revanche, a priori, eh bien, si ils arrêtent d'avoir peur. Oui, les arguments sont là. Mais vous ne l'expliquerez pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'un gouvernement français prenne sur les sujets sur lesquels l'Union européenne a pris des décisions qui sont incompatibles avec l'intérêt national, indique que désormais, il appliquera son intérêt national et incite les autres pays à faire de même. Il faut avancer progressivement. Non, mais le problème, c'est que ça ne sera pas progressif. C'est-à-dire on terrorisera la population parce qu'aussitôt, c'est déjà arrivé sur les OGM, la France sera déférée à la Cour de justice. C'est pas un truc pour les chiens, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un organisme. La France, elle peut dire non. Oui, non, elle peut dire à cette Cour, oui, vous pouvez rentrer chez vous. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette Cour, elle n'a pas de force armée. Oui, c'est un organisme qui existe, qui est à Luxembourg. Par la force, Gilles Casanova estime qu'il faut s'imposer. Mais non, mais encore une fois, alors je me suis la mal fait comprendre. Tranquille. Je me suis mal fait comprendre. Je reviens. Ça, c'est une déclaration de guerre nationaliste. Parce que ça veut dire qu'on aura des décisions, les unes après les autres, qui condamneront la France pour non-respect des traités. Nous serons déférés à la Cour de justice de Luxembourg. Et nous serons condamnés. Et la France continuera à dire non. Le droit. Non, mais la France continuera à dire non. Donc à ce moment-là, les États saisiront la Cour internationale de justice de l'ONU contre un État permanent du Conseil de sécurité en disant cet État continuellement refuse d'appliquer les traités. Ça, c'est sa propre signature. Il mettra son veto au Conseil de sécurité. Non, mais vous comprenez bien, oui, mais vous comprenez bien que là, on ferait exploser avec une acrimonie monstrueuse nos relations avec les autres pays de l'Union européenne. C'est beaucoup de bien pire que ce que je dis. Ce que je dis, moi, c'est regardez ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni. On nous avait dit ça sera la catastrophe, l'apocalypse, le truc. En réalité, il n'y a aucune apocalypse à l'horizon. Alors, il y a encore des combats d'arrière-garde, il y a des snipers ici ou là qui disent oui, il n'y a plus de sandwich chez Marks & Spencer. Vous n'y avez pas cru à l'apocalypse, Gilles Casanova, le Brexit en Angleterre. Oui. Vous n'avez pas cru à l'apocalypse. Ah non, pas du tout. Voilà. Moi, en revanche, effectivement, il n'y a plus de sandwich chez Marks & Spencer. Non, mais maintenant, ça y est, il y a de nouveau des sandwichs chez Marks & Spencer. Il y a des gens à Bruxelles qui ont essayé dans le détail Oui, c'est des combats d'arrière-garde. Bon, moi, ce que je trouve triste dans la situation française, c'est que en novembre 1940, il y avait 95% des Français qui disaient on ne peut pas entrer en résistance. L'essence du gaullisme, au-delà de Gaulle, l'essence de la résistance française, tout au long des siècles, c'est que on fait ce qui est bon pour sauver la patrie. On se moque bien de savoir si on est 5, 10, 15, 30, 50%, parce que si on ne fait pas ça, la France va être détruite. Et moi, je vois dans les milieux souverainistes des gens qui m'expliquent. Quand j'étais avec Pasqua en 2002, quand je préparais son programme présidentiel, que d'ailleurs il n'a pas fait, mais j'avais prévu dans le programme présidentiel que Pasqua devait présenter la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et il m'avait dit « Ah mais non François, je vous aime bien, mais on ne peut pas sortir de l'euro. » J'avais dit « Mais attendez, il y a 10 ans, vous aviez dit qu'il ne fallait pas entrer, vous étiez avec Philippe Séguin. » Il dit « Oui, mais c'était il y a 10 ans. » Mais je dis « Mais depuis, on a eu 1 million de chômeurs en plus. » Il dit « Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas faire ça, ça n'est pas habile politiquement. » Mais depuis 20 ans qu'on est habile politiquement, on est réduit à zéro. Parce que ce qui manque en France, et je pense qu'il y a une responsabilité énorme qui est portée par Madame Le Pen, le Front National, Monsieur Mélenchon, les communistes et tous les patriotes qu'il y a en France, parce que les communistes, il y a des gens qui sont partisans de la souveraineté nationale à l'extrême gauche, chez les communistes. C'était ce qu'avait fait le triomphe en 1954 à l'Assemblée nationale, lorsque les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre, avaient fait échouer la communauté européenne de défense. C'est-à-dire que toutes ces forces en France, qui en fait pensent comme nous, au lieu de s'agglutiner, si Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Casanova, etc., Monsieur Poutou, Madame Artaud, s'ils disaient oui, c'est vrai, il faut sortir de l'Union européenne pour récupérer. Après, on ne sera pas d'accord du tout sur le reste. Mais tant que la France sera dans l'Union européenne, la France est en train d'être détruite. Eh bien, si on n'a pas ça. Si on laisse le pauvre Asselineau avec deux, trois autres personnes qui sont venues après, en étant tout seul et en disant, comme Madame Le Pen le fait maintenant, en disant oui, on va rester dans l'Union européenne, on va influer de l'intérieur,
il joue un rôle terrible pour justement faire croire aux Français qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Il faut que les Français se redressent et comprennent que tout ça, c'est un fantôme de papier. Lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union européenne en parfaite intelligence avec ses partenaires, eh ben les partenaires, ils en tiendront compte. Et comme Henri Guénaud me disait l'autre jour, oui, mais moi, je veux pas que l'euro explose, etc. L'euro finira par exploser. Il est comme vous. L'euro finira par exploser, l'Union européenne. Mais je ne peux pas prendre la responsabilité de... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chaque jour, chaque mois, chaque année, l'industrie française dégringole, l'agriculture française dégringole, notre présence dans le monde dégringole, etc. Et on attend quoi? On attend qu'on est comme Seurat, on ne voit rien venir. Il faut que les Français se redressent, se mobilisent. Et je vous assure que lorsque les Français auront décidé, je vais faire, vous savez, comme le discours de Gambetta dans l'Union républicaine, au moment de la crise du 16 mai, lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, eh ben c'est l'Union européenne elle-même qui s'effondrera. Parce qu'on représente maintenant 20% du budget. Et donc on sera suivi, comme on l'a toujours fait dans l'histoire de France d'ailleurs, on sera suivi par des peuples qui sauteront sur l'occasion. Les Hongrois, les Tchèques, les Italiens, les Néerlandais se glisseront et diront « ils ont bien raison, les Français, on fait comme eux ». Gilles Casanova, est-ce que vous êtes convaincu par cet argument? C'est-à-dire que ce qui me gêne, c'est de considérer qu'il y a du blanc et du noir. En réalité, l'Union européenne, elle appuie où ça fait mal. Mais il y a en France, de la même façon qu'en 1940, si les élections législatives qui devaient avoir eu lieu en 1941 avaient eu lieu, on peut penser qu'une légère majorité aurait été pour les Croix de Feu et divers groupes d'extrême droite. Et donc l'arrivée de Pétain dans les bagages d'Adolf Hitler et la politique menée par Pétain rencontrait quelque chose qui était un souhait d'une partie significative, peut-être même majoritaire, de la France des années 30. Donc, il y a en France, par exemple, prenons le cas des multinationales françaises. Elles n'ont pas besoin de l'Union européenne pour délocaliser systématiquement la production et rapatrier les profits pour leurs actionnaires. Donc il y a la rencontre entre les intérêts de Berlin et de Washington qu'exprime la direction bruxelloise de l'Union européenne, et puis les intérêts de toute une série d'acteurs très puissants économiquement en France. Donc il faut d'abord en France arriver à rassembler les Français pour la souveraineté et prendre les décisions qui sont nécessaires pour reconstruire la France et reconstruire son pacte républicain. En faisant cela, certes, à un moment, on va se heurter à Bruxelles, mais on ne va pas se heurter à Bruxelles sur 100% des décisions. On va se heurter sur de nombreuses décisions à ceux qui ont fait la politique que Marine Le Pen appelait l'UMPS pendant si longtemps et qui désignait des gens qui étaient finalement, qui avaient abdiqué leur capacité à gouverner pour laisser Bruxelles gouverner à leur place. Eh bien, si on fait cette politique, il va falloir, c'est une sorte de révolution culturelle nationale aussi. En attendant, une grande partie des Français souffrent là, véritablement. À ce moment, les Gilets jaunes, bon, c'est un mouvement qui est né aussi de... Par exemple, demander aux Gilets jaunes sur les ronds-points s'ils veulent le Frexit, ça ne leur est pas évident. En revanche, il y avait un mouvement qui avait commencé à bien se développer. S'ils veulent qu'on refasse une politique industrielle, qu'on recrée en France un géant industriel, un géant politique, un géant économique qui soit capable de dire son avis et de défendre l'intérêt de son peuple, là, ils seront d'accord. Donc, l'idée, ça n'est pas une question de s'opposer à l'idée de sortir de l'Union européenne. C'est pas pour ou contre. C'est comment retrouver notre souveraineté. Comment on peut retrouver notre souveraineté. Et ça n'est pas seulement le gendarme bruxellois qui est au coin de la rue, car Bruxelles n'a aucune force armée qui soit installée en France. C'est uniquement notre propre capacité à nous laisser endoctriner par le système médiatique aux mains,
pour 94% de 9 oligarques, qui fait que nous laissons faire, on laisse faire Bruxelles, mais des tas de choses. Donc il ne faudrait pas laisser penser qu'il y a simplement Bruxelles, de même que la France de 40, ça n'est pas seulement Pétain qui arrive dans les bagages d'Adolf Hitler, c'est aussi une France dans laquelle les ligues d'extrême droite ont construit progressivement la haine du juif, la haine de l'étranger, la haine de l'autre. Et c'est pourquoi une partie du pays va accepter si bien la politique que présentera celui qui est encore le maréchal Pétain. En attendant... Oui, on va terminer là-dessus. Oui, en attendant, le discours, l'appel du 18 juin de De Gaulle, il tient en quelques lignes. Il dit que la France est en péril de mort et qu'il faut poursuivre la résistance et chasser l'ennemi. On ne fait pas dans la dentelle. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas que les traités européens, qu'il n'y a pas que la Commission européenne, qu'il n'y a pas que la Banque centrale européenne à Francfort. Mais c'est la clé de voûte. Et ce qui est fondamental, c'est que tant qu'on aura des responsables politiques qui tiendront ce discours, qui dilue les responsabilités, qui entretient une espèce de brouillage, on ne comprend plus rien, les Français ne comprennent plus rien. Et les Français se laissent mener par le bout du nez pour élire un Macron ou bientôt peut-être une Madame Le Pen. Madame Le Pen qui est un Macron bis, il faut quand même le dire maintenant. Madame Le Pen, après avoir pendant des décennies tapé sur l'UNPS, le Front National, le Rassemblement National est devenu maintenant l'UNPS. Madame Le Pen ne veut pas sortir de l'Union Européenne, pas sortir de l'euro, pas sortir de l'OTAN, pas sortir de Schengen. Elle veut rembourser la dette, elle est pour le vaccin, elle ne dit pas un mot sur la gestion de la Covid. Elle est même plus à gauche que Darmanin, puisque Darmanin a trouvé qu'elle était trop molle. Donc on est dans un brouillard général, et tant que les Français n'auront pas les idées claires, c'est la clé de voûte. La clé de voûte en 1940, c'était l'occupation de la France par les armées hitlériennes. La clé de voûte qu'il faut faire sauter en 2021, c'est l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro. Le reste en découlera. Pour l'instant, on ne peut pas vous réconcilier sur cette question. C'est intéressant. En tout cas, on peut débattre. Oui. Et j'espère que les internautes vont réfléchir à tout ça. J'aurais simplement un mot à vous répondre. Vous citez le général de Gaulle, mais il y a une différence entre votre situation et celle du général de Gaulle. C'est que lui, il peut s'appuyer sur des alliés étrangers. Or, nous n'avons pas la possibilité, contrairement aux Anglais qui font le Brexit en s'appuyant sur les États-Unis, la France ne peut pas faire une opération aussi directe, car elle ne peut pas s'appuyer sur un grand allié comme la Russie, qui serait évidemment nécessaire pour réussir une telle opération. Ça n'est pas aujourd'hui possible. C'est pourquoi la situation du général de Gaulle, elle n'est pas seulement un homme isolé dans le quartier de la gare Victoria, elle est celle d'un homme qui a l'appui de Winston Churchill et indirectement, même si c'est avec beaucoup de réserve, celui des États-Unis d'Amérique. Oui, mais nous pourrions avoir, comme vous l'avez dit, l'appui des Britanniques, l'appui des Russes, l'appui des Chinois, et puis surtout, il y a aussi une grosse différence, c'est que l'histoire de la France-Sud, ça n'a duré que 4 ans parce que la guerre, tout le monde savait que la France était en guerre et qu'il y avait une guerre du deuxième millénaire, alors que là, on est dans une guerre du troisième millénaire, et que les Français n'ont pas compris que la France était en guerre. Il est là le problème, et que la France libre a duré 4 ans, nous, l'UPR, ça fait déjà 14 ans. Et il y a cette guerre, ce lavage de cerveau permanent qui fait que les Français n'ont toujours pas... Il y a une partie des Français qui commencent à le comprendre, mais il y a une grande partie de l'électorat qui ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, qui gobe ce qu'il lit dans tous les médias. Et la grande différence, par exemple, entre la France et le Royaume-Uni, c'est qu'en France, tous les journalistes, tous les commentateurs, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux, tous les magazines sont pour l'Europe, alors que ce n'était pas le cas pour Bruxelles, oui, enfin pour l'Union européenne. Alors avec des bémols, ils critiquent, bien sûr, ils sont tous là à critiquer. Oui, mais avec des nuances. Ils sont tous, y compris Mme Polony, elle est totalement hostile au Frexit. Je ne connais pas un commentateur politique, M. Zemmour, est contre le Frexit. En fait, tout le monde en France est contre le Frexit, alors que ça n'était pas le cas au Royaume-Uni. Il est là le problème, c'est qu'on est en France verrouillé par une oligarchie qui tient absolument tous les médias et qui a mis dans la tête des Français
qu'effectivement, on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne. Mais c'est uniquement dans la tête. Alors, quand vous parlez de guerre, c'est de guerre idéologique, pas seulement économique. Non, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre du soft power, comme on dit. C'est une guerre des représentations, c'est une guerre de la finance, c'est une guerre de l'endettement public. On n'a pas eu le temps de parler, mais l'endettement public que va nous laisser Macron et que va laisser la Covid est une bombe avec énorme. Les prêts remboursés pour les entreprises. C'est énorme ce qu'on est en train de laisser aux générations futures. Et je crois qu'il faut quand même maintenant, il y a un moment à partir duquel il faut dire « Ah stop, on va arrêter de tergiverser sur ces questions européennes, envisager une autre Europe. » Vous savez qu'il faut l'unanimité des 27 États membres, comme on ne l'aura jamais. Et fondamentalement, si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Elle est la sédimentation depuis 63 ans d'intérêts nationaux de plus en plus nombreux et de plus en plus opposés qui a abouti au précipité final que nous vivons actuellement. Voilà la vérité. Bon, bah écoutez, on invite les internautes à réfléchir sur cette question. C'est toujours très intéressant d'avoir des points de vue comme ça divergents. Et j'invite aussi, bien sûr, tous nos internautes à réagir au fur et à mesure de cet entretien et même de ce débat, parce qu'on a terminé cet entretien, c'était vraiment sous forme de débat, à nous laisser un petit commentaire. Merci de votre attention et je vous remercie, messieurs, d'être présents. Et on va continuer avec d'autres entretiens. Vous avez une petite idée, François Asselineau, des prochains intervenants ? Oui. Bon, on ne le dit pas encore. Non. Très bien. Gilles Casanova, merci vos activités toujours au sein même du think tank, voilà, qui s'appelle Forum républicain. Voilà. Voilà, c'est noté. Merci à vous.